L'interview d'un club de sport Pessaquais, c'est tout de suite sur RG33. Génération Sport vous est présenté par Aquitélé, Aquitélé, votre nouvelle chaîne de télévision. 100%, Nouvelle-Aquitaine, Production d'émissions TV, streaming pour tout contact, 06 03 22 32, 11. Aquitélé, la télé d'ici. Tout de suite, l'interview du club du hockey subaquatique de Pessac sur RG33. Mesdames, messieurs, de retour avec le hockey subaquatique à Pessac. Alors, il y a quelques années de cela, cela ne nous rajeunit pas bien entendu, mais il y a quelques années de cela, nous avions accueilli le hockey subaquatique pour la découverte de ce sport qui est atypique et surtout fort méconnu. C'est dommage parce que c'est un sacré sport. On va tout d'abord à ma gauche, celle qui était à l'époque la présidente du hockey subaquatique, c'est Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue sur notre studio mobile RG33. Merci beaucoup. C'est un plaisir de revenir. Eh bien, le plaisir est grandement partagé. On revient un petit peu sur ce club, sur ce sport, et un club qui, en fait, même si on n'a pas forcément trop de contacts, je le suis parfaitement et je vois qu'il y a des résultats. On voit qu'il y a quand même du niveau dans le club. Donc, je voudrais dire bravo déjà à tous les encadrants et puis surtout aux athlètes qui font un énorme boulot. Juste pour remettre dans l'ordre des choses pour ceux qui ne connaissent pas le hockey subaquatique, mais quoi qu'est-ce? C'est un sport super intéressant. Voilà. On joue au fond d'une piscine, on a des palmes, un masque, un tuba, et on pousse un palet qui fait 1,3 kg avec une petite crosse pour aller dans le but adverse. Alors, je rajoute des gants aussi. On a un gant, c'est vrai. On a un gant et on a un bonnet de water polo avec des protections sur les oreilles. Ah. Très important. Alors, je ne suis pas un spécialiste, je lis ce que j'ai récupéré. Hein. Donc, le but, le principe du hockey subaquatique, un palet. Donc, on va imaginer des buts, des caisses. Oui, tout à fait. Des caisses qui font 3 mètres de long. Elles sont toutes petites, elles sont posées au fond de la piscine. D'accord. Donc, évidemment, on suppose que les hockeyeurs plongent en apnée. Oui. Complètement en apnée. Complètement en apnée. Pousse ce petit palet de 1 kg et quelques quand même. Hein. Mais, et donc le but, c'est de mettre le palet dans les caisses de l'adversaire. Un sport quand même qui est relativement physique, s'il en est. Oui, très physique. On s'entraîne beaucoup pour pouvoir réussir à jouer au plus haut niveau possible. Dans nos entraînements, on fait de la natation, on fait de la nage avec palme, de l'entraînement d'apnée, et ensuite on s'entraîne à manier notre palet avant de savoir jouer ensemble, parce que c'est important de le savoir. On ne peut pas parler sous l'eau avec nos coéquipiers, et du coup, on doit apprendre à jouer avec nos coéquipiers autant que s'entraîner physiquement dans l'eau. Alors justement, concernant cet entraînement, alors je peux éventuellement deviner ce qui peut être un entraînement physique, mais qu'est-ce qu'il en est d'un entraînement côté souffle pour faire ces apnées régulièrement? Ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est de l'entraînement. Donc on commence par des petites apnées et petit à petit on apprend à les enchaîner. Parce qu'en fait au hockey subaquatique, ce qui est important, c'est qu'on ne fait pas de longues apnées. On va faire plein de petites apnées hyper régulières. Donc, si je comprends bien, il y a quand même un turnover qui s'opère pendant le match? Oui, on monte, on descend. C'est très intense physiquement, justement, parce qu'on fait plein de fois ces apnées à la suite. Aujourd'hui, on a du monde autour et c'est pas pour me déplaire parce que j'aime bien m'entourer de professionnels et de gens qui sont passionnés. On va commencer, tiens, il a pris la sucette jaune. C'est Patrice. Bonsoir Patrice, ou bonjour.
Patrice, non, alors c'est le rouge. Oui, Bonsoir. bonsoir. Alors, on va jouer la carte. Qui es-tu? Que fais-tu? Je suis un adhérent du club de Pessac. Je suis aussi entraîneur à mes heures perdues de l'équipe de France moins de 19 ans. Quand même. Quand même. et je suis aussi joueur de l'équipe 1 du club de Pessac. D'accord. Les deux sont-ils compatibles, mon capitaine? Oui. Quand on aime, on ne compte pas. Donc on donne le temps qu'il faut pour notre passion. Hein. Et surtout pour les jeunes, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment. Alors, on reviendra sur le côté national, parce que j'ai pris quelques petites notes, parce qu'il y a quand même des résultats, malgré tout, qui sont là. Aujourd'hui, joueur, on est bien d'accord, sur l'élite. Oui, on peut voir l'élite, parce que en fait, on fait partie de la division 1, donc élite masculine. Élite, et on a d'autres équipes en division 3 et en division 4. D'accord, parce qu'aujourd'hui, on est bien d'accord sur le hockey subaquatique à Pessac. On a du minime, benjamin, cadet, junior, élite féminine et élite masculine, et on a une équipe 2. Tout à fait, on a 2 équipes en senior. Et on a même une 3e équipe qui s'est développée depuis 2 ans. Et on réfléchit à faire un peu plus. Mais parce qu'on a les adhérents en fait. Maintenant, il faut arriver à trouver les gens qui ont envie de faire de la compétition. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas spécialement envie. Et voilà, maintenant 3 équipes quand même pour le club de Pessac, c'est quand même plutôt pas mal. Question pas forcément anodine, mais tu viens de parler de compétition. Est-ce qu'il y en a qui poussent la porte pour dire je voudrais faire ce sport-là, mais côté plutôt plaisir? Bien sûr. Il y en a Oui, il y en a. Surtout au début, en fait, quand on commence, on se rend vite compte que ça va pas arriver tout de suite le niveau de jeu, parce qu'il y a une aisance à prendre aquatique, que ce soit en termes d'enchaînement d'apnée, manipuler un tuba. Il y en a qui savent pas se servir d'un tuba. Bien sûr. Voilà. Après, manipuler le palais, tout ça en étant sans oxygène et en mouvement. Donc les premières années, généralement, on se dit on va faire du loisir. Et puis après, si ça prend vraiment et que les entraînements de nage payent, on essaye de faire de la compétition. Alors en fait, si l'adhérent est beaucoup plus branché sur du loisir, comment faites-vous justement dans les entraînements pour ceux qui sont plutôt compétitifs? On sépare ou Ouais, tout à fait. Notamment, par exemple, le jeudi soir, on a des lignes de niveau de natation, des lignes, et après on fait des matchs aussi en fonction des niveaux de jeu. Les loisirs, les gens qui veulent faire du loisir peuvent venir faire des initiations. On est ouvert aux initiations au début, donc ils sont accompagnés, on leur fait un peu découvrir le sport. Et après, ils choisissent une ligne de niveau en fonction de leur niveau de natation. Et puis ils s'entraînent avec nous. On les accueille à bras ouverts. D'accord. Donc c'est du boulot quand même malgré tout. Alors aujourd'hui on a Aurore qui est vice-présidente aujourd'hui. Côté président, non, on n'a pas. Il est là le président, donc si je ne m'abuse, c'est un très très bon prénom. C'est Christophe. Non, mais j'ai bien retenu. Non, je me suis planté une fois, mais pas deux. Christophe, donc, bonsoir, du coup, rebonsoir. Bonsoir. Président, donc, de ce club hockey subaquatique. Aujourd'hui, on est quand même bien loin de la rentrée de cette nouvelle saison 2025-2026. Est-ce que le club a fait le plein d'adhérents? Oui, à peu près. On progresse, mais d'une année sur l'autre, mais petitement. D'accord. Mais bien sûr, on peut accueillir encore de nouveaux adhérents si des gens veulent venir essayer. D'accord, donc en fait, il y a quand même malgré tout suffisamment pour, côté compétition par exemple, suffisamment d'adhérents pour prétendre à avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, toutes ces équipes sont au complète, on est d'accord, il manque personne. Il manque personne, mais il manque toujours des jeunes. Oui. Plus on a de jeunes, mieux c'est. Mieux le club se porte. J'entends bien. On va revenir juste un tout petit peu en arrière.
on va évoquer le Covid. Est-ce que le Covid a fait que le stop de beaucoup de sports a fait que le hockey subaquatique à Pessac a eu du mal à repartir, ou c'est reparti, je dirais, assez rapidement? Non, on a été stoppé comme tout le monde, Bien puisque sûr, tout bien a sûr. fermé, donc les piscines ont fermé aussi. On ne peut pas faire trop mal. Et même les championnats, à l'époque, j'entraînais les minimes, et le confinement est arrivé une semaine avant le championnat de France. Donc tout était prêt et on n'y est pas parti. Et dommage. Voilà. Et dommage. Et donc non, on a redémarré. Alors c'est vrai que à cause du Covid, on a toujours un creux de jeunes licenciés juniors, puisque maintenant ceux qui étaient à l'époque sont devenus des juniors, et on a toujours un creux, le creux de l'époque, ceux qui auraient dû démarrer, qui n'ont pas démarré, donc on n'a pas eu. Est-ce que, je dirais, dans l'espace-temps, les juniors d'aujourd'hui sont obligatoirement des jeunes qui étaient dans le club depuis un petit moment, ou il arrive qu'il y a des juniors qui arrivent d'un seul coup Non, vraiment, à ce sport? Vraiment, il y a de tout. De tout? Bien sûr, c'est mieux de commencer. On prend les jeunes à partir de 8 ans. Ouais. Sachant nager normalement, quand on demande qu'ils savent plus ou moins nager. C'est mieux. Et après, bien sûr, c'est mieux de commencer jeune pour progresser petit à petit. Mais il y a des jeunes qui commencent à peu près tous les âges. Il y a des adultes qui commencent, il y a des féminines qui commencent à un peu tous les âges. Voilà, certains restent, d'autres ne restent pas. Mais je veux dire, des jeunes peuvent commencer à n'importe quel âge. Dans le pourcentage, est-ce que il y a un gros pourcentage de continuité, c'est-à-dire que le jeune arrivé, admettons en minime ou benjamin, sur le pourcentage, combien il y en a qui malgré tout arrivent à rester jusqu'à adulte? Très peu. Très peu. Il y a Très quand même peu. un turnover, quoi. Oui, non, disons que c'est pas ça, c'est que c'est une pyramide, donc l'élite, c'est assez difficile d'y arriver, mais pour la plupart, là par exemple, l'équipe première, l'équipe 1 masculine, l'équipe Fagnon, tous les jeunes, tous ceux qui jouent dans l'équipe 1 ont commencé au club. D'accord. Et pour l'immense majorité, jeunes. Ok. Il y a... oui, on continue, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon. Alors, il y a Guillaume qui voulait intervenir. C'est ça, Guillaume? Oui, tout à fait. Bonsoir. Je me présente rapidement, si vous voulez. Je me suis présenté. Donc, Guillaume, joueur en équipe 1. Moi, ça fait 14 ans que je fais du hockey. Quand même. C'est mon père qui m'a introduit à ce sport. Quand même. Compétition tous les ans. Toujours répondre présent. Et moi, pour les jeunes, en fait, j'ai envie de dire que la rupture, elle se fait vraiment au niveau des juniors. Les gens, en fait, ils partent en études, ils changent de ville, etc. Et c'est là où c'est compliqué de les garder. Maintenant, l'équipe 1, ça va faire 5-6 ans qu'on travaille justement à récupérer des jeunes. Et on arrive à maintenant avoir 40% de jeunes dans une équipe élite qui représente le club de Pessac partout en France, plusieurs week-ends dans l'année, quoi. Ouais, effectivement. Donc, sinon, la rupture, c'est en junior, mais quand on commence jeune, on arrive jusqu'en junior, et après, c'est en junior où en fait le choix est. Et après, il y a le boulot, il y a une probable vie de famille qui vient casser, je dirais, la dynamique sportive. Ça, c'est un petit peu, c'est comme dans tous les sports. Voilà, on est bien d'accord. C'est un petit peu comme dans tous les sports. Un point qui est relativement important et que je mets tout le temps en avant, quel que soit le sport auquel on fait l'émission, tout simplement, sport adapté. Très important parce que ça évolue d'année en année, et tant mieux. Ça a été un petit peu long à se décanter. Aujourd'hui, le hockey subaquatique de Pessac a justement la possibilité d'accueillir du sport adapté. Oui, tout à fait. On est labellisé et on accueille. Alors c'est vrai qu'on est quand même un petit nombre de licenciés, donc il y en a pas tant que ça, mais on accueille indifféremment
des valides ou des handicapés. Ouais. Le critère pour avoir cette labellisation aujourd'hui s'arrête à quoi? Mais c'était justement en accueillir et puis une formation pour des cadres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, il faut quand même quelqu'un qui soit formé à les accueillir pour justement les faire travailler. Donc le club est labellisé. Voilà, mais si vous êtes avec un non-valide, avec des problèmes, mais sachez que voilà, le hockey subaquatique à Pessac vous accueille. On a eu Guillaume en tant que joueur. On va revenir à toi juste avant de passer à quelqu'un d'autre. Très bien. Au niveau en off, un petit peu avant l'émission, tu m'as parlé de quelques brèves. Discuté, ouais, on a un petit peu discuté. Tu m'as dit que tu as fait quand même pas mal de choses. Ouais, vas-y. Je me suis donné les moyens, entre guillemets, de pouvoir partir à l'étranger pour faire ce sport-là. Il faut savoir qu'il y a quand même des gens dans le monde qui font du hockey subaquatique et qui ont la même passion que nous. Et qui ont des clubs aussi avec des encadrants, des entraînements. Donc je suis allé voir ce qui se passait un petit peu ailleurs. J'ai eu la chance d'aller jouer aux États-Unis, d'aller jouer en Colombie notamment, et c'est des expériences qui marquent, et on revient avec plein de nouvelles choses, plein d'idées en tête pour apporter au club, aux jeunes, etc. Donc voilà, j'ai aussi un parcours international en équipe de France, donc notamment moins de 19 ans où je suis parti à Sheffield en 2019 où on fait 4e, et moins de 24 ans on fait 5e pardon, et moins de 24 ans en Malaisie l'été dernier où on fait 4e. Donc on monte d'une place. Voilà. C'est bien. Ça progresse. Ça progresse. Ça progresse. Est-ce qu'il y a un pays dans le monde auquel le hockey subaquatique est vraiment hyper développé et a des résultats phénoménaux? Je sais pas. Alors développé, je dirais qu'on reste quand même à notre échelle de sport de niche entre guillemets et de sport qui est en train d'évoluer. Maintenant, il y a des pays qui sont plus formateurs entre guillemets, qui ont un coup d'avance sur d'autres, notamment la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Australie. Donc c'est quand même 3 grosses nations qui représentent. C'est de ce côté-là que ça se passe. C'est de ce côté-là, tout à fait, oui. La raison? Oui. C'est un peu la même répartition mondiale que le rugby. D'accord. À quelque chose près. À la place de l'Argentine, c'est la Colombie. Et voilà, mais l'Angleterre joue. Voilà, il y a des équipes, il y a un petit peu d'Hollande. Je veux dire, en gros, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France. Bon, la question subsidiaire, y a-t-il un AK? Non, pas de AK. J'ai eu la chance de jouer à la Nouvelle-Zélande plusieurs fois et il n'y a pas de AK. Y a pas. Non, on prend quand même 3-0, mais il n'y a pas de AK. D'accord. On peut dire que la Nouvelle-Zélande quand même domine au niveau international. Elle est championne du monde en élite, homme, elle est championne du monde en jeunes, en moins de 19 ans, en moins de 19 ans filles, en moins de 19 ans garçons, en moins de 24 ans garçons, en moins de 24 filles. Enfin bon, ça fait quand même beaucoup pour une nation. Donc voilà, ils ont des armes de formation que nous on n'a pas. Ils apprennent ça à l'école en fait. Ils ont ça en sport à l'école. Donc nous on n'a pas ça en France. Donc ça aide à donner des bonnes bases Ils ont le sport directement oui, après, moi, programme scolaire. Je suis pas allé voir là-bas. Mais mais après, voilà, si ça se trouve côté rugby et hockey subaquatique, ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient jeunes, quoi. En fait, ça doit être très certainement. J'ai appris tout à l'heure en faisant mes fiches que ce sport-là arrive d'Angleterre. Décidément, les Anglais, entre le rugby, le football et puis le hockey subaquatique, ils n'arrêtent pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous voulez que je fasse la petite histoire, donc dans les années 70, en fait, c'est des plongeurs anglais qui s'ennuyaient en fait tout simplement pendant l'hiver et qui savaient pas comment s'entraîner. Et petit à petit, ils ont développé ce sport. Notamment une famille en Angleterre où au début c'était vraiment du pouce-palais, quoi, c'est-à-dire on prenait un palais, on poussait un peu comme rugby à l'époque simplement, et puis ça s'est développé, des clubs se sont montés, ça est arrivé en Europe et en Nouvelle-Zélande, dans tous ces pays-là, donc c'est comme ça que ça a démarré, quoi, dans les années 70 en Angleterre. Ouais, tout à fait. On a une petite jeune qui est parmi nous et elle s'appelle Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Alors, dis-nous tout, que fais-tu au hockey subaquatique à Pessac?
Moi, je suis joueuse, je suis en catégorie cadet, donc ça fait que 5 ans que je fais du hockey par rapport à tous les doyens. C'est déjà bien, 5 ans, c'est bien. Oui, c'est ma passion aussi, et pareil, je m'entraîne beaucoup pour essayer de faire les meilleurs résultats avec mon club à Pessac, et j'essaie aussi d'entrer dans l'équipe de France féminine U19. Donc je m'entraîne et je fais les stages France à ce niveau-là, et j'espère rentrer dans l'équipe de France et peut-être faire les championnats du monde en 2026. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter, bien entendu, de pouvoir... c'est une expérience riche de pouvoir intégrer l'équipe de France. Très honnêtement, aujourd'hui, à ton niveau, tu es cadette, c'est ça? Oui, je suis cadette. Cadette. Aujourd'hui, tu as combien d'entraînements par semaine? Je vais 3 fois par semaine à la piscine de Pessac pour faire mes entraînements de hockey. Oui. Et je m'entraîne aussi à la piscine en nage seul. Et je fais des entraînements de physique aussi. Par exemple, je fais du rameur et du renforcement musculaire aussi à côté. Oui, bien sûr. Le côté musculaire rentre en compte, bien évidemment. Est-ce que ça ne fait pas charger tout ça, Madame la vice-présidente? Si, mais quand on veut arriver au niveau, il faut s'en donner les moyens, en effet. Exact. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Lucie, en hockey subaquatique, chez les filles, on peut être double surclassée. Et donc, cette année, comme elle est cadette, elle peut venir jouer avec nous en élite. Et on est ravis de l'accueillir dans notre équipe cette année. On est ravis. Là, c'est ce qu'on appelle la cerise sur le gâteau, Lucie, c'est ça, hein? Oui, en fait, ça fait 1 an que je m'entraîne avec les filles et que je fais pas les compétitions avec elles parce que je n'avais pas l'âge. Et donc là, cette année, j'ai enfin pouvoir jouer avec elles. Et du coup, je suis très heureuse de pouvoir jouer en compétition avec elles et enfin faire des week-ends avec les filles. Je suppose que ça doit être un tout petit peu plus facile de surclasser les catégories parce que c'est pas un sport. On va imaginer qu'un surclassement sur la lutte, par exemple, on est vraiment sur autre chose puisque il y a un rapport de force tandis que là, le surclassement est peut-être un tout petit peu plus facile, Président. Oui. Alors il y a un cadre fédéral, donc on peut surclasser avec un certificat médical. Bien sûr. Tous les enfants d'une catégorie, et les seuls qui peuvent avoir un double surclassement, c'est les cadettes justement, qui peuvent jouer en senior. Pas simplement en junior, mais aussi en senior. En senior. Mais que les féminines. Pour les garçons, c'est interdit. D'accord. Ah oui. Oui, moi je voulais dire, depuis que je suis benjamine, à chaque fois, c'est vrai que je suis facilement surclassée. Donc j'ai fait, quand j'étais benjamine, je faisais aussi les championnats minimes et à chaque fois j'étais surclassée. Dans les autres équipes, même si c'était pas mon âge, j'étais facilement surclassée. C'est vrai que j'ai aussi eu de l'expérience de jeu grâce à ça. Donc si je comprends bien, t'es un petit peu comme la Nouvelle-Zélande, t'es tombée dedans quand t'étais petite, quoi, en fait. On est bien d'accord? Oui, j'ai découvert ce sport par une amie quand j'avais 10 ans. Donc c'est vrai que direct ça m'a plu et puis je me suis aussi investie dans ça pour m'améliorer le plus possible. Tout à fait. Question sur justement le fait que les jeunes viennent pousser la porte du hockey subaquatique. En général, c'est du bouche à oreille, c'est lors par exemple du forum des associations, asso en fait. Quel est vraiment le critère qui fait que ils poussent la porte? Il y a quelque chose de précis ou c'est... Alors, il y a l'histoire familiale, il y a une Bien bonne sûr. partie des joueurs et joueuses qui avaient quelqu'un de leur famille qui jouait. Ensuite, il y a les amis, donc les amis de ceux qui avaient une histoire familiale, qui connaissaient. Et puis, maintenant, on essaie vraiment de se faire connaître à toutes les associations, les jeunes qui ne savent pas trop quel sport commencer ou qui font déjà un sport aquatique, mais en ont un petit peu assez, parce que de la natation, des fois, certains arrivent au bout à un certain âge et ils adorent l'eau, ils veulent continuer. Donc on leur parle de notre sport et comme c'est vraiment quelque chose de très ludique, on arrive souvent à les accrocher.
Après, c'est vrai que ce sport-là est intégralement dédié à une piscine. Et c'est vrai qu'on ne peut pas voir à l'extérieur en se promenant ah tiens, je connaissais pas ce sport. Là, c'est un petit peu plus compliqué, sauf si on s'intéresse et qu'on a, comme on dit, les amis de mes amis sont mes amis, etc. Et ainsi de suite. Donc, ouais. Oui, disons que c'est extrêmement fréquent quand on parle de notre sport ou qu'on le présente. Les gens, nos interlocuteurs, n'ont jamais entendu parler. Ouais. Donc, on essaie de les intéresser, et puis certains viennent, essaient, et certains restent. Tant mieux, tant mieux. Après, il y a tous les ans, il y a le club de Pessac qui propose des initiations, qui est présent au forum des associations, qui fait un partenariat avec le village Décathlon, je crois. Il n'y est plus. Ah mince, bon, on avait ça pendant pas mal d'années qui nous a ramené des adhérents. On a les réseaux sociaux aussi, où on essaye de publier, de faire des petites vidéos, tout ça pour essayer de rendre le sport attractif. Mais jusqu'à présent, à Pessac, on est quand même un des plus gros clubs qui accueille les jeunes. Donc c'est que ça marche et il faut qu'on continue dans cette dynamique-là. Côté club, justement, dans cette dynamique, le club, je suppose qu'il y en a quand même pas mal. Il y a la fédération française de ce sport qui est bien en place, mais aujourd'hui, on est sur une dynamique de combien de clubs à peu près? J'ai pas de tout pour savoir combien il y a de clubs en France, grosso modo, hein. Est-ce que au niveau de l'Aquitaine, vous pouvez répondre, président. Au niveau de l'Aquitaine ou Gironde, allez, soyons fous. La Gironde, allez, il y en a un. Un seul, et c'est celui-ci. Voilà. D'accord. Donc Nouvelle-Aquitaine, on est 8, je pense, clubs. Ouais. Chacun avec au moins une équipe, que ce soit en adulte ou en jeune. Et après, à l'échelle française, il y a 1500 licenciés, je crois. Et Guillaume disait 80 clubs environ. Bon, après, c'est pas une stat qui est avérée, mais en 1500 licenciés en tout cas. Beaucoup plus. 30 clubs en France. Ouais, bon. Bon, allez. Allez, on coupe la part en deux. Et tu auras le mérite d'essayer. Non, mais après, il y a des clubs qui sont plutôt niches et dont on n'entend pas parler, mais qui sont présents et on les encourage à continuer à grossir. Est-ce que justement sur ces clubs aquitains, comme tout sport lambda, on a la possibilité de pouvoir avoir des championnats aquitains, par exemple? Oui. Tout à fait, tous les ans. Tous les ans, il y a un championnat régional dans toutes les catégories. Est-ce que c'est comme tous les autres sports, c'est-à-dire que le premier peut éventuellement accéder aux France, c'est ça? Alors, pas tout, quoi. Premier ou second, je ne sais pas. Voilà, non, mais pour les hommes, pas tout à fait. Ceux qui sont en première division gardent leur place en première division, et après, en dessous, toutes les places dans les divisions sont réparties suivant les résultats du championnat régional. D'accord. Donc ça, c'est l'organigramme, effectivement, pour accéder au plus haut niveau. On parlait justement avec Lucie qu'il faut être bien accompagné. Et puis, moi, j'aime bien donner la parole à ceux qui sont pas forcément du club. Alors là, il se dit, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Et on va demander justement, tout simplement, au papa de Lucie qui la suit un petit peu partout. Et est-ce qu'on est fier de sa petite? Bonsoir d'abord. Bonsoir. Effectivement, on est tout à fait fiers d'accompagner Lucie dans ses pérégrinations au travers de la France. Après, c'est une organisation particulière quand même, effectivement. Courir entre les championnats cadets, juniors, entraînement équipe de France, femmes adultes. Il faut arriver à conjuguer à la fois la scolarité et cette passion. C'est pas simple, mais elle y arrive. On espère que ça pourra durer et qu'elle arrivera à s'éclater tout du long et s'amuser et partager ce sport avec ses collègues. C'est ça. À propos de ça, justement, de l'organisation et de tout conjuguer, existe-t-il un pôle justement qui accueille les joueurs et joueuses en devenir au plus haut niveau? Il y a un pôle espoir qui existe? Non, du tout. Non, il n'y a pas de pôle espoir à proprement parler sur le hockey subaquatique. Maintenant, on est beaucoup relié avec la nage avec palme.
notamment sur Rennes, où Rennes ils ont mis en place donc une espèce de pôle France, pôle espoir, où justement des joueurs font un sport-études, donc nage avec palme, enfin du coup des nageurs, nage avec palme, et des fois ça peut glisser sur le hockey subaquatique, mais je vous parle, ça se compte sur les doigts d'une main, c'est une minorité. Mais oui. Bon. On a quand même quelques athlètes de haut niveau sur le référencé au ministère. D'accord. Donc il y a une partie haut niveau, mais c'est pas un sport olympique, donc forcément il y a moins de moyens. Forcément, les dotations côté, je dirais, fédération est évidemment impactées, que si le sport était olympique, il y aurait quand même quelque chose qui en découlerait forcément. Ça changerait tout, mais ils sont plutôt en train de dégraisser le nombre de sports olympiques que de l'augmenter. Oui, en ce moment, c'est plutôt dans ce sens-là que monter vers le haut le plus grand nombre de sports. Ça, il n'y a pas photo. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour quand même. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Faut me le dire, hein, parce que bon, oui. Alors, allez, c'est parti. Celle qui communique, non, elle veut pas. Mais alors. Côté français, que va-t-il se passer, Aurore ? Alors, on va faire ça. Non, mais il n'y a pas de photo. Voilà, et là, ça marchera. Et mince. Parfait. L'année prochaine sera organisé le championnat du monde élite en France, à Clermont-Ferrand, pour les hommes et les femmes élites. Voilà. Donc, championnat du monde en France l'année prochaine, à domicile. Bon, est-ce que une éventuelle participation du hockey subaquatique Pessaquet serait envisagée ? On a des personnes qui font les stages. Les sélections ne sont pas finies, donc à voir. Donc bon, c'est pas terminé. Voilà, on espère, et on pense aussi sans doute avoir des arbitres, au moins un. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut bien sûr aussi des gens qui se spécialisent dans l'arbitrage. C'est essentiel, justement, c'est le côté que j'avais un petit peu zappé. Merci, Président, de me le faire rappeler. Aujourd'hui, dans un match, je sais qu'il y a plusieurs arbitres, on est d'accord ? Il y en a un oui, il y en a trois. Il y en a trois, voire quatre. Voilà. Ça dépend. Donc il y en a qui sont dans l'eau ? Il y en a 2 dans l'eau. 2. Et 1 en surface. Donc ceux qui sont dans l'eau, ils suivent le jeu au plus près. Et ils signalent les fautes par un mouvement de bras à l'arbitre de surface. Oui. Qui lui arrête le jeu. Ouais. Voilà. Et pardon. C'est très bien. Et voilà, et si les 2 arbitres aquatiques sont pas d'accord, ils discutent entre eux et voilà, ils organisent le jeu comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des formations justement pour devenir arbitre ? Est-ce que ça se fait ? Oui. Tout à fait. Il y a plusieurs niveaux d'arbitrage et on forme les jeunes. On essaie de former le maximum de jeunes à être arbitres. Parce que on en a besoin pour organiser les compétitions, et puis c'est toujours bien de s'apercevoir que c'est pas si facile d'arbitrer un match, et que on aime bien être bien arbitré, donc il faut essayer de le faire soi-même. Et de toute manière, pour pouvoir présenter des équipes en championnat de France, on est obligé d'avoir des arbitres dans l'effectif du club. Donc ça pousse aussi à la formation. Bien sûr. Et ça paraît important pour le développement du club et du championnat, en fait. C'est obligatoire d'avoir des arbitres, sinon on ne peut pas jouer. Ouais. Donc, totalement. Moi, je sais que j'étais dans le sport pendant beaucoup d'années, et c'est vrai que j'ai connu la transition auquel on obligeait justement les équipes à se présenter avec
des arbitres, parce que comme ça permet justement de dire on va pas s'endormir sur nos lauriers, il faut qu'on ait des arbitres sous la main, et puis comme ça fait tourner, et c'est bien. Donc de ce côté-ci, je pense que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on a des quotas, que ce soit en termes d'arbitres, mais aussi en termes d'encadrement, avec des encadrants de certains niveaux, niveau 1 ou niveau 2, qui sont nécessaires pour pouvoir présenter les équipes en haut niveau. D'accord. Il faut savoir aussi qu'en France, en termes d'arbitrage, on est quand même réputé pour être une des meilleures nations d'arbitres. On le doit à tout ce qu'on appelle le CNA dans le comité. Et chez nous, dans le club de Pessac, on a deux arbitres qui travaillent beaucoup pour justement promouvoir l'arbitrage à l'international. On a Sébastien Dott qui est très investi au niveau de l'ACMAS, et on a aussi Patrick Benoît qui lui forme les arbitres, et c'est lui qui gère la formation des arbitres français. Donc voilà, le club de Pessac est très actif sur ce côté-là, et c'est une bonne chose. Plus que ça, oui, plus que ça, on est d'accord. CNA, c'est le comité national des arbitres. Ok. Voilà. Ok. C'est au niveau national. En ayant ces personnes-là autour de nous dans le club, les jeunes, ils y passent. Les diplômes, ça passe très très vite. C'est plus facile. Voilà, donc c'est un sport qui est totalement amateur. Donc c'est des associations, donc on a besoin de gens qui donnent leur temps et qui donnent leur énergie pour faire fonctionner le sport. C'est vraiment amateur complètement. Alors ça, je l'annonce très souvent, et je dirais même tout le temps, parce que ça me paraît essentiel aujourd'hui de les mettre en valeur. Chaque fois que j'ai une émission comme celle-ci, dans quel que soit le sport, je dis tout le temps qu'il faut remercier beaucoup tous ceux qui font ça bénévolement, parce qu'aujourd'hui, alors les autres pays, c'est aussi peut-être comme ça, mais je connais pas. Moi, je reste juste dans ma France, et je me dis qu'aujourd'hui, le bénévole, il s'arrête. Le sport en France, il n'est plus. Donc, il faut savoir que s'il y a de l'élite, il faut que ça commence par en bas, au plus bas. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste mon point de vue, mais je pense que le bénévolat est un petit peu sous-estimé, et il devrait y avoir un peu plus de choses pour justement les bénévoles qui donnent corps et âme, justement pour c'est la semaine, c'est le week-end, on accompagne les enfants en compétition, on s'occupe de plein de choses, et c'est vrai que ça reste essentiel. Lucie. Oui, c'est vrai qu'on a une bénévole qui est juste là derrière nous, Rebia, qui fait beaucoup pour le club, et grâce à elle, on peut faire partir en compétition et avoir une superbe organisation, qui a fait beaucoup de choses pour le club, pour nous aider, organiser des tombolas pour récupérer un peu d'argent, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens mis à notre disposition. Donc elle fait beaucoup pour le club, et c'est très important. Les moyens, le nerf de la guerre, président. Hein, c'est ça, le nerf de la guerre, les moyens. Oui, on passe une bonne partie de notre temps à la pêche aux subventions et aux sponsors. Est-ce que la pêche aux subventions reste fructueuse? Là, on est dans le même cas que la France entière. Ça a plutôt tendance à descendre qu'à monter. Ça va être compliqué, je pense, aujourd'hui pour tous les clubs. Alors les gros, dont je citerai pas, mais les gros, je dirais, ont les reins solides un petit peu, parce qu'ils ont l'opportunité de faire venir des partenariats, des sponsors, ce qui fait que ça amène de l'argent, et même côté mairie aussi, avec des subventions à la hauteur du gros club que c'est. Mais faut penser aussi aux petits, et faut pas les laisser tomber, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle avec beaucoup de sports, quel que soit collectif ou individuel, et même aujourd'hui, pour un simple petit partenariat ou un simple petit sponsor, c'est très difficile. Les gens ne veulent plus se mouiller comme avant. Ça reste très compliqué. Oui, je disais que les subventions, c'est compliqué, mais la mairie nous aide beaucoup, quoi. Ils nous écoutent, oui, non, mais et ils nous aident beaucoup. Bon, on verra avec l'autre mairie.
ou si c'est la même. Mais bon, mais non, c'est vrai que ça reste le côté, je dirais un petit peu négatif aujourd'hui d'avoir la possibilité d'avoir une trésorerie comme il faut, et comme vous dites, c'est à la pêche toute l'année, à récupérer quelques euros par-ci par-là, et voilà. Après, ça fait les petites gouttes font une bouteille, et puis la bouteille font un repas. Je voudrais juste revenir sur un truc tout à l'heure. Bien sûr. J'ai dit que le championnat du monde c'était 2026, mais c'est 2027 les élites. C'est dans 1 an et demi. D'accord. Pardon, autant pour moi. Non, eh bien on prend note. En fait, c'est surtout qu'il y a des championnats du monde cette année en 2026. Oui, tout à fait. Cet été, il y a les championnats du monde jeunes. Alors, donc tous les ans ou tous les 2 ans? Donc tous les 2 ans, il y a des championnats jeunes, et puis il y aura aussi tous les 2 ans des championnats du monde élite. Et cet été, donc les jeunes, là où Lucie prétend à partir, et je pense qu'elle va y arriver, c'est un championnat du monde en Turquie pour les 4 catégories d'équipe de France, donc moins de 24 ans hommes et femmes, et moins de 19 ans hommes et femmes. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a une association des parents d'équipe de France qui propose un truc super sympa pour cette fin d'année. Ils proposent des petites boules de Noël hockey subaquatique à mettre sur votre sapin. En bois, ouais, qui sont super sympas et qui financeront justement ce fameux déplacement en Turquie cet été. Parce que les déplacements c'est compliqué. De haut niveau, on s'accompagne de staff, il y a beaucoup on essaie de mettre les athlètes dans les meilleures conditions, et du coup ça coûte aussi de l'argent. Bien sûr. Mais on est encadré, on est soutenu aussi par la Fédé, on a des statuts de sportifs de haut niveau. Donc voilà, on arrive quand même à proposer quelque chose de cohérent aux athlètes. Ouais, il faut le mettre en avant, malgré tout. C'est ça. Et après, pour 2027, donc ce sera à Clermont. Et pareil, ce sera ouvert à tous les clubs de venir aider à l'organisation de ce championnat du monde pour qu'il soit le plus beau possible. Ouais. Ils ont une belle piscine à Clermont, très jolie. Pour qu'ils le fassent. Ouais. Clermont-Ferrand, je pense que c'est une ville qui fait beaucoup pour le sport. Et il y a une grande salle qui s'est montée il y a quelques années de cela. On avait fait quasiment l'inauguration, nous, à la lutte. Et franchement, ils ont une salle qui est immense, qui est coupée par des grands rideaux. Comme ça, il y a plusieurs sports qui peuvent se faire, mais c'est juste immense. C'est Serra. Voilà, juste en lisière de Clermont-Ferrand. À la piscine de Clermont aussi, ils ont un mur qui peut amovible au milieu de la piscine pour la mettre en 50 mètres ou en 25. On peut la séparer aussi. Et pour revenir sur le championnat du monde à Clermont, on a une belle piscine, on a des belles équipes de France qui prétendent fortement au titre de champion du monde. Donc il y a toutes les conditions pour avoir un bon moment de sport. Et donc voilà, s'il y en a qui sont dans le coin, n'hésitez pas. De toute façon, quand c'est des compétitions internationales, que ce soit les élites ou les jeunes ou même nos championnats de France, tout est retransmis sur YouTube, sur une page dédiée, donc qui s'appelle Morsport TV. Et sur notre page Facebook, on met les liens à chaque fois pour pouvoir suivre nos équipes en compétition. Mais nous, on essaiera de relayer, bien entendu, ce lien-là pour prétendre à suivre ce championnat du monde, bien entendu. Non, mais c'est intéressant parce que là, justement, à la radio, on entend le hockey subaquatique et on se fait une image très rapide rattachée au hockey sur glace. Alors qu'en fait, dès qu'on voit des images sous l'eau, on comprend vite que c'est pas du tout la même vitesse et la même activité, quoi. C'est pour ça que quand j'ai dit que lorsqu'on s'est vu pour la première fois et que j'étais complètement étonné du sport que cela pouvait être, voilà, non, il faut le montrer, et je trouve que voilà, il faudrait médiatiquement. Aujourd'hui, on a des belles images en fait. Maintenant, on arrive à avoir vraiment des belles images très très claires, et on arrive à voir le palais, ce qui avant était compliqué. Avant, on voyait juste un banc de poissons. Ouais. Aujourd'hui, on voit réellement des joueurs qui jouent avec la technique a évolué, madame. Ouais, tout à fait. Mais c'est important pour nous. Bien sûr. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que la technique a évolué. Ça fait que le sport peut être vu différemment et de ce qui pouvait être il y a quelques années de cela. Et puis au-delà de ça, que ce soit retransmis et qu'on puisse en fait revenir sur les matchs. Ça a permis d'évoluer aussi chaque équipe techniquement, tactiquement, etc. Parce qu'avant on jouait, on faisait un débrief entre nous entre guillemets, mais on n'avait pas forcément de vision sur ce qu'on faisait. Bien sûr. Alors que là, en fait, on peut dire on aurait dû faire ça, faut qu'on mette ça en place pour contrer ça, et ça a vraiment permis de faire évoluer ce sport en France.
Ouais, mais c'est le côté positif de l'évolution de la chose. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas sur Radio Génération 33, avec tous ceux qui peuvent nous écouter, si vous décidez un jour de franchir le pas, n'hésitez surtout pas d'ouvrir cette porte. Vous serez très bien accueillis. Et puis éventuellement pour voir quelques matchs, nous on relaie de toute façon aussitôt dès qu'il y a quelque chose, donc voilà, n'hésitez pas. Nous avons un site internet et dessus il y a une page pour écrire un message si on veut être initié à ce sport, venir l'essayer. Il suffit de laisser un message là-dessus et on vous rappelle. Et j'ai envie de rajouter qu'on a tout le matériel disponible pour faire des initiations. Vous venez juste avec un maillot de bain et on vous donne tout le reste. On est une bonne équipe, des bons encadrants, un bon club. Et franchement, ça ferait chaud au cœur d'avoir plus de jeunes, plus de gens qui viennent essayer et découvrir ce sport. Et après ça, que vous serez super bien encadrés en tout cas. Alors, puisque tu me tends la perche, hop, je l'attrape. Et je dirais que ceux qui voudraient voir ce que peut être le hockey subaquatique, est-ce qu'ils ont une possibilité de prétendre à venir vous voir à l'entraînement? Y a-t-il une possibilité ou ça reste réservé au match officiel? On est d'accord? Alors, à l'entraînement, on peut venir nous voir, mais on ne verra pas grand-chose puisqu'on est obligé de rester dans les gradins et on ne voit que la surface de l'eau. C'est compliqué. Donc, on loupe, disons, 95% de ce qui se passe. Si on veut essayer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, laisser un petit message, si on veut se rendre compte de ce que c'est, sur YouTube, il y a énormément de vidéos. Et là on peut se faire une idée. On voit jouer, il y a des matchs de championnat du monde, il y a des matchs de championnat régional, il y a des matchs d'enfants, il y a tout ce qu'on veut, et là on va voir, et il y a même quelques petits reportages de présentation avec des journalistes qui sont venus sous l'eau pour essayer. Mais c'est le côté positif, je dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a sur Internet, on a la possibilité de se faire une idée. C'est vrai qu'en préparation de cette émission, j'ai eu l'occasion justement de voir sur YouTube des images. Et là, franchement, c'est pur, quoi. On voit vraiment comment est le jeu, comment ça se fait, etc., quoi. Donc ça, c'est le côté positif. On arrive à la fin de cette petite émission et oui, on va accueillir quelqu'un d'autre. A priori. Alors, on va faire durer le suspense. En tout cas... oui, on va pas passer à côté. On va pas passer à côté, donc il n'y a pas photo. En tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on a l'émission ici. La dernière fois, c'était un petit peu différent. Mais là, c'est quand même plus convivial et c'est vraiment là où tout cela se passe. Il y a pas de raison. Alors, notre invité, il arrive tranquillement, voilà. Il n'y a pas de souci. On n'oublie pas que sur Radio Génération 33, on essaye bien entendu de faire le tour de tous les sports. Aujourd'hui, on est du côté de Pessac parce que on est essentiellement à Pessac, mais on peut aussi émigrer dans d'autres communes de la métropole. Mais aujourd'hui, c'est le hockey subaquatique pessaquais qu'on parle. Et au micro, il va se présenter. Je vais dire tout simplement bonsoir. Bonsoir. Mettez bien le micro bien devant. Hein. Bonsoir. Parfait. Merci de me recevoir. C'est bien, nous. je me prénomme Laurent, j'ai une fonction un peu particulière. Je suis manager général des équipes de France de hockey subaquatique. Quand même. Voilà, donc j'ai en charge tout le développement du haut niveau dans le cadre des indications ministérielles, évidemment. Je ne fais qu'appliquer les directives du ministère. Mais en tout cas, oui, je chapeaute l'ensemble des équipes de France. Voilà, mettez bien le micro. Ça représente 8 collectifs, ça représente plus d'une centaine d'athlètes, sans compter les staffs, tout ce qui accompagne. Ouais, un petit peu de travail. Ouais, c'est ça, voilà, un petit peu de travail en plus. La vie, moi aussi, voilà. Donc c'est une façon de donner mon temps en tant que bénévole. Voilà. On n'accède pas à ce poste. Alors, il y a deux façons d'accéder à ce poste-là. C'est où on accède,
par le métier, c'est-à-dire qu'on fait des études et en sortant des études, voilà, on accède au poste en disant voilà, toi, Bien sûr. Je sors de tel endroit, j'ai fait un concours par exemple de professeur des éducations physiques, ce qui n'est pas le concours, enfin c'est pas, ce qui est pas le, comment dire, celui qu'on entend, le professeur de sport qu'on entend à l'école. Non, c'est vraiment un concours du ministère des Sports, du ministère des Jeunes et des Sports, voilà, où la plupart des coachs nationaux qu'on retrouve dans les grandes fédérations, football, le rugby, sont issus, ou alors on arrive vraiment par la pratique sportive. Donc moi je suis issu vraiment purement de la pratique sportive. Voilà, je suis brevet d'État, donc au départ je suis professionnel de la plongée. Je suis venu au hockey par passion parce qu'un ami m'a fait découvrir. Voilà, et j'ai monté les échelons. On a tout un système de détection en fait. On a tout un système de détection qui, nous, malgré que notre sport soit pas très très important, est bien établi. Et donc en fait voilà, j'ai été détecté comme n'importe quel athlète, quel que soit l'âge peut être détecté, voilà, et j'ai monté, voilà, j'ai gravi j'étais intégré en équipe de France sur la saison 2016-2017, voilà, et il y a 2 ans j'ai pris la tête des équipes de France. Donc on avait besoin à ce moment-là, la commission qui gère ce sport-là avait besoin d'un technicien, donc voilà, il se trouve que je répondais aux critères. Voilà. C'est DTN, quoi, en fait. Non, je suis placé directement sur la coupe du DTN. Le DTN est au-dessus de moi. En fait, le DTN chapeaute l'ensemble des activités. D'accord. Donc, pour avoir cette fonction, vous avez parlé tout à l'heure de bénévole, mais pour avoir cette fonction, vous n'êtes pas bénévole, vous êtes salarié. Non, je suis vraiment C'est pas complètement vrai. bénévole. Si. Ah ouais. J'aurais pensé quand même, oui, mais issu de la fédération Non, pour l'instant, on est beaucoup trop petit, quoi. D'accord. On a des financements qui sont beaucoup trop petits. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin, on arrive à peine à la centaine, quoi. Oui. Pour chapeauter tout ce qui est l'ensemble des déplacements, tout ce qui est l'ensemble des stages français ainsi. Non, c'est vraiment infime. La seule chose, c'est qu'on a la reconnaissance sport de haut niveau. Oui. Donc là, ça reconnaît tout un encadrement. Non, c'est très important parce que c'est tout un encadrement. Il y a des fédérations qui sont beaucoup plus professionnalisées que nous et qui ne sont pas du tout sport de haut niveau. Là, c'est vraiment une reconnaissance d'État, c'est la reconnaissance d'un encadrement, d'un travail, d'une éducation des sportifs qui permet d'évoluer dans le sport. Donc c'est ce qui fait surtout la différence. D'accord. Voilà. C'est déjà beaucoup, hein. Après, oui, donc là, les échéances pour 2026, c'est le mondial avec les jeunes. Ouais. On a eu l'occasion d'en parler. Voilà, c'est ça. Et en 27, c'est l'élite. Et en 27, c'est l'élite. J'ai retenu ma leçon. Donc là, c'est où les grandes modifications qu'il y a eu, ça a été en fait, c'est qu'on ouvre des catégories. Donc on a une catégorie jeune, on ouvre des catégories en dessous. Donc on a une catégorie moins de 19 ans, on va ouvrir des catégories en dessous, moins de 17 ans, moins de 15 ans. Pour l'instant, on va se tenir à moins de 17 ans. Et puis on a un regroupement, en fait, on n'a plus de catégories au-delà de 19 ans, on s'aligne sur toutes les autres fédérations. Donc où il n'y a pas de catégorie au-delà de 19 ans, au-delà de 19 ans. Donc en fait on avait une catégorie intermédiaire qu'on appelle une catégorie tremplin. Et donc là on l'a complètement fondu avec l'élite. Donc là ça demandait du travail en amont avec les coachs, que tout le monde s'organise. Par force. Là ça a demandé des heures et des heures de travail pour que tout s'organise. Qu'au 1er septembre 2005, tout a été en place et ça a été lancé. Donc voilà. Donc maintenant je suis au repos. Ça roule tout seul. Bon, ça c'est une bonne chose. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir eu au micro de Radio Génération 33. Décidément, on a eu quand même du beau monde ce soir. On a été vraiment gâtés. On rappelle que nous sommes bien avec le hockey subaquatique Pessaquet. Ne l'oublions pas. On va vous souhaiter vraiment plein de bonnes choses. Lucie, on croise les doigts et tout ce qui va avec pour que tu puisses aller jusqu'au bout de ce qui peut t'arriver. Oui, je sais que j'ai beaucoup de soutien, donc je vais essayer de pas décevoir tout le monde. Et puis du travail aussi. Oui. Tu as du soutien et tu as beaucoup de travail parce que mine de rien, c'est comme tout le sport, ça se fait pas comme ça. Il y a des sacrifices, donc bien évidemment, ça demande beaucoup de choses. On va remercier pour ce soir Lucie qui vient de s'exprimer. Oui, vas-y. Alors juste le mot de la fin, oui. Vous remercier donc Jolane, Christophe pour votre petit passage ici c'est avec plaisir. Au stade nautique et mettre en visibilité le sport, en mettre en visibilité aussi le club et j'espère que les auditeurs vont être interpellés. Curieux. Il le faut. Et comme l'a dit le président sur le site internet du club, vous pouvez nous écrire et venir pour un créneau d'entraînement. Et depuis cette rentrée 2025, on a aussi
nos créneaux d'initiation qui sont disponibles sur la plateforme Au Pop-Up Sport. Et vous pouvez réserver un créneau d'initiation pour les adultes le jeudi soir à 21h. C'est bien. Ou le vendredi soir à 21h pour les sections jeunes. Voilà, merci et n'hésitez pas à venir nous découvrir. Toute l'année ? Les créneaux sont ouverts toute l'année. Bien. Et comme l'a précisé Christophe, on prête l'intégralité du matériel pour les initiations. Ouais, ça c'est Donc, palme, masque, tuba, tout est prêté. Il vous suffit de venir avec votre maillot de bain préféré et votre serviette. Merci. C'est déjà beaucoup et c'est celle qui s'occupe de la communication et qui s'occupe de plein de choses. C'est multicasquette et il le faut, il en faut. Alors donc on va remercier Lucie qui s'est exprimée juste auparavant, Guillaume, Patrice, Christophe et il est arrivé en dernier. C'est Laurent. Je me suis pas trompé ? C'est ça, merci. C'est bon, merci très bien. En tout cas, un énorme plaisir d'avoir partagé ce moment de convivialité pour une émission sur Radio Génération 33 qui, voilà, c'est un sport de plus et une émission de plus sur le sport. On n'hésite pas de mettre l'accent qui va bien pour mettre, je dirais, en valeur ce que peuvent faire nos bénévoles dans tous les clubs sportifs. Voilà. C'est ainsi que s'achève cette émission. On va vous souhaiter plein de bonnes choses et puis on vous donne rendez-vous pour un nouveau direct ou pas, si c'est enregistré ou pas, mais qu'importe, avec un nouveau club, ça c'est une certitude. Bien, le bonsoir à vous tous et puis sachez que sur Radio Génération 33, que vive le sport. À très vite. Génération Sport vous a été présenté par Aki Télé, votre nouvelle chaîne de télévision 100% Nouvelle-Aquitaine. Pour tout contact, 06 03 22 32 11. Aki Télé, la télé d'ici.